Bonjour à toutes et à tous, je suis Dorian Cessa, interne de spécialité au sein du service du professeur Lançon au CHU Conception à Marseille. Et aujourd'hui, on va parler chemsex et santé mentale. Alors tout d'abord, c'est quoi le chemsex? Le chemsex, c'est l'utilisation de substances psychoactives donc pendant l'activité sexuelle avec l'objectif de faciliter, intensifier ou prolonger les rapports sexuels. Le chemsex, c'est un phénomène qui est arrivé initialement en France au début des années 2010, notamment sous l'essor des NPS, donc des nouveaux produits de synthèse, dont les catinones de synthèse, tels que la NRG2, NRG3, et puis la 4-MEC et la 3-MMC, qui est devenu le produit de synthèse majoritairement utilisé en France depuis. On a une accélération du phénomène qui s'est produite notamment via les applications de rencontres depuis le début des années 2010. Il faut savoir que dans d'autres pays et puis dans quelques milieux parisiens, donc, et notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni, on a d'autres produits qui sont utilisés, notamment la méthamphétamine, qui peut s'appeler aussi la crystal meth et la tina, et la méphédrone, qui a différents noms, mais qui ont relativement peu diffusé en France. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le cadre du chemsex, il y a souvent une consommation de produits, donc on peut consommer différents produits, comme par exemple la kétamine, la cocaïne, et puis surtout le GHB et le GBL qui sont très présents dans ce cadre-là. Dans ce qu'on appelle la prévalence vie entière, c'est-à-dire le nombre de personnes qui a déjà essayé au cours de sa vie chemsex, il faut savoir que chez les HSH, donc les hommes qui ont des rapports sexuels entre hommes, euh, on a à peu près différentes études qui estiment entre 3 à 31% des personnes donc des HSH qui ont déjà essayé le chemsex. Pour rappel, il faut quand même redire aussi que le chemsex, il n'invente pas la question de la consommation de produits, de drogues, en contexte de sexualité. C'est quelque chose qui existait déjà avant, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi avec d'autres drogues licites comme l'alcool, aussi avec des drogues illicites comme le cannabis. Mais effectivement, on a un phénomène qui s'est un peu cristallisé depuis les années 2010 autour de cette problématique et de différents types de pratiques. Alors, qu'est-ce que les catinones? Donc, les drogues principalement utilisées dans ce cadre-là. Donc, la catinone ou bêta-kétoamphétamine ou dénorpseudoéphédrine, c'est un alcaloïde qui est un type de molécule sympathomimétique, donc qui va mettre en jeu le système sympathique, dérivé des feuilles du cat, donc qui est un arbuste africain dont elle va tirer son principe actif. Les caractéristiques de la catinone sont assez proches de l'amphétamine, de l'éphédrine et de la pseudoéphédrine. Donc l'usage du khat, il faut savoir qu'en Afrique de l'Est et au Yémen notamment, c'est vraiment un rituel social qui est assez commun, qui peut être comparé avec celui du café en France, du thé ou du maté dans d'autres civilisations. Dans ces endroits, le khat, il est utilisé depuis longtemps et on estime que les feuilles sont mastiquées depuis au moins le 19e siècle. Cette mastication et puis ce produit, ils ont un effet, le khat, ça a un effet astringent, donc il va resserrer les tissus, et puis une odeur aromatique qui peut être assez caractéristique. Et puis quand on mastique, ça va colorer les dents en brun et puis ça va colorer la langue en vert. La catinone, c'est la chef de file de cette famille de stimulants, donc les catinones, parmi lesquels on peut citer, donc, comme on vous l'a déjà dit, donc la 3-MMC, donc la 3-méthylmethcatinone, la 4-MEC, donc la 4-méthylhètecatinone, la metcatinone, la MDPV, l'alpha-PVP. Il faut savoir qu'il en existe plus de 100 différentes. Au niveau de la chimie, donc la structure chimique de la molécule, la catinone, c'est une phényléthylamine, c'est-à-dire qu'elle est proche de l'amphétamine, et en fait, elle va différer de l'amphétamine que par la présence d'un groupe cétone, c'est un groupe chimique, en position 1. Au niveau pharmacologique, la catinone, elle a des mécanismes d'action qui sont semblables à l'amphétamine et qui sont assez similaires. Certains usagers vont aussi quand même décrire un pouvoir stimulant qui peut être comparable à la cocaïne, mais on est un peu plus éloigné en termes de molécules. Quand elle va se propager dans le système nerveux central, donc dans le cerveau, elle va activer des neurones dopaminergiques et sérotoninergiques qui font partie, eux, du système notamment de récompense qui est mis en jeu dans le cadre de la consommation de drogue et de l'addiction. Et ils vont purger les réservoirs en bloquant la recapture de la dopamine et de la sérotonine. Et donc, ça va entraîner une augmentation des taux de ces molécules qui peut aller quand même jusqu'à entre 800 et 920% par rapport au taux de base pour la dopamine, et entre 130 et 200% pour la sérotonine. La libération massive de dopamine, elle va procurer un effet de plaisir intense, et la libération massive de sérotonine, elle va plutôt axer sur le sentiment du renforcement du bonheur de l'individu. Au niveau pharmacodynamique, donc c'est-à-dire les effets des catinones sur le corps, on va avoir une augmentation des facultés cérébrales et notamment de la concentration et de la vigilance.
On va aussi avoir un sentiment d'euphorie et de bien-être, un sentiment d'exubérance, d'invincibilité, de puissance physique et mentale. On va avoir une désinhibition, une augmentation de l'endurance et des performances sexuelles, une sensation de plaisir, de désir sexuel, on a une majoration de la libido et on a un fort pouvoir entactogène, c'est-à-dire donc la démultiplication des sensations corporelles. Et puis, bah, on a en revanche une diminution de l'appétit et de la capacité à ressentir la fatigue, et puis des possibles dysfonctions érectiles qui peuvent arriver. Alors là, je vous ai mis le tableau donc d'une étude qui a été faite en 2020 par une équipe française, donc qui classe notamment les principaux risques d'usage de ces produits-là en dehors des problématiques d'infections sexuellement transmissibles. Il faut savoir que pour les catinones, au niveau psychiatrique, on a des majorations des risques d'attaques de panique, de sentiments de persécution, dépression, confusion, hallucinations, des tentatives de suicide, d'agitation, de violence. Ça, c'est des choses qu'on peut retrouver quand même avec les autres molécules. Euh, Au niveau cardiaque, on a des modifications aussi qui peuvent se faire par de l'hypertension, de la tachycardie, des douleurs au niveau de la poitrine, une ischémie cardiaque. Il faut savoir qu'avec la méthamphétamine, un peu plus spécifiquement, on peut avoir des modifications, ce qu'on appelle de l'hypertension pulmonaire, donc qui va un peu plus influencer sur le système pulmonaire et respiratoire, et puis des syndromes coronaires, donc des infarctus qui sont possibles, et des troubles du rythme. Euh, on a aussi pour la méthamphétamine vraiment des problématiques autour de la dentition, avec possibilité d'avoir les dents abîmées, la mâchoire abîmée, puis une perte de dents. Ce qu'il faut savoir par rapport aussi à ces trois types de molécules qui sont les plus utilisées, on a notamment des risques de dépendance qui sont très forts, hein, et particulièrement sur les catinones qui sont considérés comme très addictogènes. Et puis, il faut savoir avec le GBL et le GHB qu'il y a des risques de coma qui sont importants, et notamment si on consomme de l'alcool avec ou si on fait des gros surdosages, puisque c'est vraiment à régler à la pipette, hein, le GHB. Et du coup, ben, forcément, si on consomme de l'alcool et puis aussi par un effet pharmacologique entre les deux, on a des gros risques à ce sujet. Il faut savoir que notamment en 2018, il y a eu plusieurs décès en France, notamment à Paris et à Lyon, dus à la consommation de GHB dans le cadre du chemsex. Les autres risques liés au chemsex, donc là, l'étude de laquelle je me suis inspiré jusque-là, c'est une étude qui a notamment, dont l'autrice, enfin, l'auteur principal est le docteur Donadieu Rigol. Euh, on a une majoration des pratiques sexuelles à risque et des risques liés à l'injection dans le cas de la pratique du chemsex. C'est-à-dire que les gens ont des rapports souvent non protégés avec de multiples partenaires, et donc on s'aperçoit qu'il y a une majoration des prévalences du VIH, des hépatites B et C, mais aussi des gonocoques, chlamydia, syphilis. Il faut savoir qu'il y a plein de risques liés aussi aux injections, chez ce qu'on appelle les slammers, on en parlera tout à l'heure, notamment des infections bactériennes, mais aussi d'autres complications liées à l'injection. Dans le cas du chemsex, il y a souvent des pratiques sexuelles hard, dont le fist et le BDSM. Et donc, ces pratiques-là, elles sont quand même un risque de traumatisme mécanique aussi, avec des atteintes anatomiques possibles. On retrouve chez les gens qui consultent, notamment dans le cas de cette problématique, des désinsertions socio-professionnelles, des désociabilisations et puis un repli sur soi. L'ensemble peut aussi participer à des addictions comportementales au sexe, voire aux écrans, la dépendance liée aux substances dont on reparlera. Et puis, il y a aussi des risques liés à la consommation d'IPDE5, donc des médicaments pour lutter contre la dysfonction érectile, et puis des benzodiazépines, qui sont surtout consommées lors des descentes, mésusées, puis surconsommées. Et donc, c'est des molécules qui sont aussi elles-mêmes à risque d'addiction, donc sur lesquelles il faut être vigilant. Alors, je vous parlais tout à l'heure de l'injection. Donc, le SLAM, donc là, on s'inspire plutôt d'une autre étude qui a été faite aussi en France à partir d'un questionnaire en ligne de 2015, mais l'étude a été publiée en 2020. SLAM, c'est un terme qui est dérivé de slamming, donc claquer en anglais, qui signifie la puissance de l'effet qui est ressenti, son côté rapide et intense. Les produits qui sont injectés principalement, ça va être donc les nouveaux produits de synthèse, dont les catinones, mais parfois aussi la cocaïne et la kétamine. Dans cette étude, ils estiment qu'il y a 1 à 3% de slammers chez les donc HSH, donc les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, ce qui peut paraître peu, mais ce qui est quand même 3 à 4 fois supérieur à la population générale. Et puis on s'aperçoit qu'il y a une vraie dépendance en fonction des pratiques sexuelles, et on retrouve beaucoup plus de slam, notamment chez ce qu'on appelle les fisters et les pratiquants du BDSM, que dans d'autres cadres. Les facteurs de risque de SLAM, donc d'injection, qui sont retrouvés, c'est la séropositivité au VIH et à l'hépatite C, avec notamment
Un OR, c'est un odds ratio, donc un facteur de, on va dire, une multiplication du risque par 14%, enfin 14 fois, pardon. Et puis, on s'aperçoit aussi que le fait d'avoir des problèmes financiers, ça peut être un facteur de risque d'injection. Ça, on le retrouve aussi dans les autres consommations de drogue par injection, en dehors du chemsex. Et puis, l'utilisation d'antidépresseurs, on a quand même un odds ratio qui est à 2. On a aussi une majoration du risque de dépendance à la substance quand on slame, ou à la pratique par la modalité de consommation. Et puis quand même, parce qu'il y a l'étude a trouvé qu'il y avait un niveau de santé mentale, donc ça c'est un score qui calcule le niveau de santé mentale, le MH5, qui est diminué de 10 points chez les chemsexers slammers par rapport à la moyenne. On a une autre étude qui a été faite en Allemagne cette fois-ci, en 2020, qui a interrogé 1583 HSH et 280 chemsexers. Ils ont utilisé des scores qui étaient validés, donc ces différents scores qui sont validés scientifiquement et donc qui vont explorer différents champs. Donc il y a un score sur la dépression, donc le PHQ-9, un score sur l'anxiété, le GAD-7, un score sur la somatisation, donc le fait de ressentir des éléments somatiques, c'est-à-dire donc on a des sensations sur notre corps qui font penser qu'on est malade, donc le PHQ-15, et puis on a un score qui va rechercher les états de stress post-traumatique. Et puis, ils ont étudié également donc, les antécédents de tentatives de suicide, les actes sexuels non consentis et les IST notamment. Sur les principaux résultats, ce que cette étude elle montre, c'est que sur les 4 scores validés, on a des scores qui sont significativement augmentés. Donc, il y a une médiane qui va évoluer entre 25, donc plus un quart au double, donc ils sont augmentés, donc c'est-à-dire qu'ils sont augmentés, mais il n'y a pas de différence significative sur le nombre des personnes qui va dépasser des seuils diagnostiques. Donc notamment les seuils d'épisodes dépressifs caractérisés, de troubles anxieux, de troubles somatoformes ou d'états de stress post-traumatique. Donc ce qui veut dire que parmi les chemsexers, on a une population qui va être plus anxieuse, plus déprimée, plus sujette à une psychosomatisation et à des psychotraumatismes, mais qui ne vont pas forcément avoir des troubles qui vont être validés, en tout cas qui vont permettre de poser un diagnostic. Il faut savoir que dans les psychotraumatiques, on a quand même 40% d'accidents, 40% de maladies chroniques et 35% de violences. Donc là, je vous ai remis le tableau pour vous montrer les éléments. Donc là, on voit bien qu'on a quand même une vraie différence sur les valeurs du haut, donc sur les scores entre le groupe des chemsexers et des non-chemsexers. Par contre, on ne retrouve pas de manière significative, donc là, on regarde la p-value, des scores positifs, en tout cas qui vont passer ce qu'on appelle le cut-off, donc le seuil. Voilà. Par contre, ce qu'on va voir, mais ça c'est ce que je vous dis dans cette diapo-là, c'est qu'on n'a pas de majoration du nombre de tentatives significative, en tout cas du nombre de tentatives de suicide en vie entière, mais on voit quand même que même si le P n'est pas significatif, on a une potentielle tendance à la majoration. Donc ça veut dire qu'il faut que les données soient confortées par d'autres études. On constate qu'il y a par contre de manière significative plus d'actes sexuels non consentis et une tendance à la majoration des violences sexuelles. Et ça, c'est important de le préciser parce que dans le cadre du chemsex, la ligne du consentement, elle est parfois difficile à définir, puisque dans ce contexte-là, il y a le contexte de la sexualité, mais il y a aussi un contexte de consommation de produits. Et du coup, des fois, on a une altération de la question du consentement. À titre d'exemple, il y a quand même, dans cette étude, 17%, quasiment 18%, qui rapportent avoir reçu des drogues dans le cadre du chemsex sans leur consentement. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord pour les avoir et que quelqu'un les a drogués contre leur consentement. Il y a une implication quand même assez importante entre le VIH et le chemsex. Le VIH peut être soit une conséquence de la pratique du chemsex, mais est aussi un facteur de risque. C'est-à-dire que quelqu'un qui est séropositif a probablement plus de risque de pratiquer le chemsex que quelqu'un qui ne l'est pas. Il y a quand même d'autres effets secondaires en santé mentale dont il faut parler à propos du chemsex. Il faut savoir qu'il y a presque un chemsexer sur 2 qui décrit avoir perdu le contrôle de ses pratiques au cours de l'année écoulée, et notamment sur 36% qui déclarent qu'à cause du chemsex, ont un absentéisme au travail ou dans leurs études, ou qu'ils se sont rendus au travail sous l'influence de drogue. Il y a quand même 13% des personnes qui pratiquent le chemsex qui décrivent des hallucinations, donc acoustico-verbales, visuelles, pardon, ou des expériences paranoïdes, donc avec un sentiment de persécution lors des descentes. Il y a même 3% des personnes qui déclarent avoir agressé quelqu'un lors ou après une session de chemsex. Alors le type d'agression n'est pas précisé, mais c'est quand même un chiffre qui est relativement inquiétant. Il y a des effets neurologiques, cognitifs et cardiologiques qui sont encore mal connus au long cours. Et puis il y a d'autres altérations du fonctionnement social, des capacités relationnelles, de la capacité à se mettre en couple, par exemple, qui peuvent être perturbées.
Alors, concernant les pistes de prise en charge éventuelles autour de l'addiction aux catinones, il est possible de travailler pas mal de choses quand même. Donc, on peut travailler via des entretiens motivationnels autour des consommations de catinones. Il y a des éléments qui sont accessibles en psychosexothérapie, notamment s'il y a des dysfonctions sexuelles pardon, qui sont présentes, dont éventuellement des psychothérapies de sexo-corporel et de pleine conscience pour la réhabilitation des sensations corporelles en dehors des consos. On peut aussi travailler en psychoéducation sur les pulsions et les cravings, donc l'envie de consommer. Il y a notamment des groupes de pairs qui existent. Donc, il y a un groupe Chemsex, notamment au Spot Longchamp à Marseille, en présentiel. Et puis, sinon, en virtuel, il y a des groupes sur AIDS, aux Narcotiques Anonymes, par exemple. Et puis, on pourra réfléchir, on en reparlera un peu plus tout à l'heure, sur l'intérêt éventuel du bupropion, notamment dans le cadre d'une comorbidité dépressive, donc quand il y a un élément dépressif surajouté. Concernant le bupropion, donc, et de manière globale, il n'y a pas de médicament qui n'a reçu d'autorisation de mise sur le marché, donc en France, pour le traitement de la dépendance aux nouveaux produits de synthèse et aux catinones. On a un très faible espoir, mais qui demande vraiment à être confirmé par des essais cliniques, autour du bupropion. Le bupropion, c'est un médicament qui va être utilisé notamment dans le sevrage tabagique, donc le Ziban, mais aussi dans la dépression dans d'autres pays. Donc, on a notamment un case report, donc c'est-à-dire un rapport de cas. Donc, on parle d'une situation de 2012 qui a été publiée en Israël et donc qui explore un peu cette idée-là. Pourquoi on peut avoir un peu d'espoir sur le bupropion? C'est que le bupropion, c'est une catinone substituée. Donc, en fait, c'est quasiment la même structure chimique que le catinone de synthèse. Et puis, donc, il a une fonction d'inhibiteur sélectif de la recapture neuronale des catécholamines, donc la noradrénaline et la dopamine. Et donc, il a une action qui va être minime sur la recapture des indolamines, donc de la sérotonine. Il n'imite pas les monoamines oxydases. Donc, en fait, vous voyez bien que c'est les mêmes chaînes qui sont impliquées. Et l'avantage qu'il a, entre guillemets, en tant qu'antidépresseur, même s'il ne peut pas être prescrit, en tout cas, il n'a pas la MM en France pour ça, c'est qu'il n'y a pas de prise de poids ni de dysfonction sexuelle connue dans les effets secondaires. Donc, ce qui est une bonne chose, puisque c'est le cas de beaucoup d'antidépresseurs. Alors, il faut être vigilant quand même, parce qu'il y a un risque d'augmentation de la libido même qui ont été retrouvés. À titre d'exemple, le bupropion, c'était le 4e antidépresseur le plus prescrit aux États-Unis en 2007. Mais en France, il n'a pas la MM, donc il n'a pas l'autorisation d'utilisation dans le cadre de la dépression. Puis je voulais finir pour vous parler un peu de l'étude qu'on est en train de mener, notamment sur la question du chemsex, donc qui s'appelle See Sex and Chems. Donc, c'est une étude médico-sexologique sur les facteurs de risque addictologiques, donc à la fois liés aux substances et puis à la fois liés donc, aux addictions comportementales sexuelles, autour de la pratique du chemsex. C'est une des premières études en France à se décentrer de la problématique uniquement des HSH, donc des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, et qui va interroger aussi des populations féminines, des populations hétérosexuelles, des populations trans. Et donc, il va essayer d'avoir différents éléments sur différentes populations pour voir si c'est un phénomène qui se diffuse ou pas, et puis voir si on retrouve des facteurs de risque, notamment addictologiques, dans le cadre de la pratique du chemsex. L'étude elle est basée sur un auto-questionnaire en ligne, donc qui intègre des scores validés ou consensuels, donc le DAST, le CAGETA, les critères des troubles hypersexuels, le NSSS qui a un score de satisfaction sexuelle. C'est un questionnaire qui est anonyme totalement, et puis qui peut se faire en 10-15 minutes à peu près. À ce jour, on a réussi à recruter 2490 personnes, dont plus de 621 femmes, par exemple. Et il y a presque 1100 personnes qui se définissent comme pratiquants du chemsex ou pratiquantes. Le recrutement, il avait commencé en début février et il finira à la fin du mois de juillet, donc dans à peu près un mois. Et l'idée, c'était aussi de le décentrer des milieux de soins, puisqu'on recherche des facteurs de risque, donc il faut aussi interroger la population qui peut pratiquer chemsex, mais qui ne vient pas consulter pour ça. Et donc, on a communiqué vraiment via un ensemble de canaux différents, donc notamment les centres de soins, certes, mais aussi beaucoup d'associations militantes, d'acteurs culturels, festifs. Via les réseaux sociaux, on a beaucoup communiqué aussi, et aussi également avec les applications de rencontres. Donc, je vous montre quelques éléments de communication. Donc, ça, c'est notre site internet, donc www.sexandchems.fr, sur lequel vous pouvez avoir pas mal d'éléments sur le chemsex, mais aussi répondre à l'étude, donc jusqu'à fin juillet, qui est donc accessible ici. Donc voilà, vous voyez, c'est un questionnaire qui est accessible et encore une fois, qui est totalement anonyme.
Et puis, on a mis aussi des solutions pour trouver de l'aide si vous avez besoin, pour les gens qui pratiqueraient le chemsex, pardon. Et puis, je vous montre un peu la diffusion qu'on a faite. Donc là, par exemple, on a travaillé avec Drogue Info Service. On a réalisé une petite vidéo pour expliquer l'étude et le chemsex un peu. On a des réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, c-sex&chems, pardon. Et puis, on a aussi fait un travail notamment avec les applications de rencontres. Donc là, je vous en ai mis 3 par exemple. Donc, il y a à gauche Heur, qui est une application de rencontres lesbiennes. Et puis, on a travaillé par exemple avec Planète Roméo, avec Hornet, qui sont des applications de rencontres gays principalement. On a aussi travaillé un peu avec la presse pour vraiment diffuser l'étude de manière très large. Et puis, on a également rencontré notamment Jean-Luc Romero, qui est l'adjoint à la ville de Paris en charge des discriminations. Voilà, donc je vous ai remis sur cette dernière diapo donc, les références bibliographiques que j'ai utilisées pour vous faire cette présentation. Et puis je voulais vous faire un dernier point sur la PrEP, donc la prophylaxie pré-exposition au VIH. Donc c'est un traitement qu'on peut prendre pour éviter d'attraper le VIH de manière anticipée, c'est-à-dire que ça s'adresse aux gens qui sont séronégatifs, donc qui ne sont pas infectés par le VIH et qui ont des pratiques sexuelles à risque quand même. Pour lesquels ce n'est pas toujours évident de se protéger. Moi, je vous rappelle qu'il y a un énorme intérêt aujourd'hui à l'utilisation du préservatif, mais la PrEP, elle permet un peu de se libérer de ça. Donc là, c'était un diaporama que j'ai adressé à mes collègues à la base, mais donc sachez qu'elle est accessible en ville depuis le 1er juin, c'est-à-dire que tout médecin à l'heure actuelle, et y compris votre médecin traitant, peut vous prescrire la PrEP, ce qui est tout nouveau, hein, ça fait à peine un mois. Et puis, donc, les personnes qui peuvent relever de la PrEP, donc c'est principalement donc, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes et les personnes trans, qui répondent au moins à un critère suivant. Je vous laisserai les lire, mais grosso modo, l'idée, c'est les personnes qui ont une sexualité à risque. Donc là, ils disent au moins 2 partenaires différents sans préservatif dans les 6 derniers mois, qui ont des antécédents d'IST, qui ont pris ce qu'on appelle le traitement post-exposition, donc le TPE, qui est un traitement qu'on prend quand on a été exposé au risque du VIH, mais il faut le prendre donc dans les 24 heures. Et puis les usagers de drogue, notamment les chemsexeurs. C'est pour ça que j'en parle ici. Et puis au cas par cas, hein, il faut insister là-dessus, la PrEP, elle n'est pas réservée aux hommes et pas réservée aux hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Il y a toutes les personnes en situation de prostitution et puis il y a aussi toutes les personnes qui ont une susceptibilité à avoir des rapports sans protection ou à attraper en tout cas le VIH. Donc notamment les personnes qui viennent de régions où il y a des fortes prévalences du VIH. C'est une cas notamment pour une partie des populations d'origine africaine, mais pas que. Et des personnes qui ont des rapports sexuels non protégés ou des pratiques à risque. Et puis c'est à la libre appréciation du médecin. Hein, donc si vous ne savez pas, vous pouvez aller voir votre médecin, en discuter avec lui et puis voir avec lui s'il y a un intérêt à vous prescrire la PrEP ou pas. Sachez quand même que sur la PrEP, il y a 2 schémas qui existent. Il y a ce qu'on appelle le schéma continu, donc on prend un comprimé de PrEP, donc c'est le Truvada, c'est une trithérapie qui est connue et utilisée depuis longtemps. Donc, soit on le prend tous les jours de manière régulière, soit on peut aussi faire ce qu'on appelle un schéma discontinu. Donc, on prend, pour faire simple, hein, mais je vous invite à vous informer dessus si vous êtes intéressé. Grosso modo, il faut prendre un comprimé deux comprimés de 2 heures à 24 heures avant le rapport sexuel à risque, et puis continuer à prendre le médicament pendant 2 jours. Et après, on peut arrêter, on recommence quand on prévoit à nouveau d'avoir un rapport sexuel à risque. Voilà, et puis sachez que pour les professionnels, si c'est votre cas, il y a pas mal de formations qui sont en ligne, hein, avec cette introduction en ville. Il y a notamment un très beau travail qui a été fait par le Collège de médecine générale, AIDS, et puis la Société française de lutte contre le sida, qui est disponible donc, sur formaprep.org et qui vous propose des formations en ligne assez rapides, plutôt bien faites, sur comment prescrire la PrEP et comment aider vos patients sur cette problématique-là. Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à vous rendre sur notre site cis-sexandcamps.fr pour répondre à notre étude. Ça prend vraiment 10 minutes, un quart d'heure et ça nous aidera. Donc, c'est jusqu'à fin juillet. Après, le recrutement sera terminé. Donc, fin juillet 2021. Et puis, s'il y a la moindre question, vous pouvez nous appeler dans le service ou nous poser des questions ici. Voilà. Eh bien, bonne journée à toutes et à tous. À bientôt et prenez soin de vous.